Bonjour et bienvenue sur la chaîne éducative tunisienne. Cette séance est destinée aux élèves de la 4e sciences techniques, matière génie mécanique. Je vais profiter de cette séance pour vous présenter un sujet et on va le traiter ensemble. Le sujet de bac qui a été posé en session principale 2015. Donc on va découvrir ensemble le sujet. Alors, vous avez le QR code, si vous voulez me suivre. Donc, vous avez le QR code, il suffit de le scanner avec vos téléphones et il vous mènera directement à l'adresse du sujet. Donc, sujet bac, session principale 2015, machine à pain. On va découvrir ensemble le sujet. Donc, dossier technique. Alors, vous remarquez, comme on l'a dit l'autre fois, dans la séance précédente, le dossier technique est composé de page 1 sur 6 jusqu'à la page 6 sur 6 et les feuilles réponses, page 1 sur 8 jusqu'à 4 sur 8 mécanique, 5 sur 8 jusqu'à 8 sur 8 électricité. Partie génie électrique. Observation, s'il vous plaît, n'oubliez pas cette remarque, c'est très important. Aucune documentation n'est autorisée le jour de l'examen. Seul l'emploi de la calculatrice est permise. Les dessins doivent être faits aux instruments et aux crayons. Alors, le système, c'est une machine à pain. Donc, on a dit l'autre fois, en mécanique, on s'intéresse surtout à la présentation générale du système. Présentation du système, la machine à pain, figure 1, est un appareil électroménager conçu pour cuire du pain ou du cake ou d'autres produits alimentaires. L'utilisateur introduit les ingrédients dans la cuve de l'appareil qui prend en charge les phases de préchauffage, de mélange, de malaxage et de cuisson suivant le programme de fonctionnement sélectionné. Deuxièmement, constitution de la machine. Donc la machine, vous l'avez en suivant une photo réelle, donc figure 1. La machine à pain se compose essentiellement d'un bloc d'alimentation électrique fournissant des tensions continues de 5 volts, 12 volts et 24 volts, d'une cuve dans laquelle on introduit les ingrédients, d'une résistance chauffante qui maintient la température de 50 degrés à 200 degrés, d'un moteur à courant continu M commandé dans deux sens, d'une carte électronique, d'une sonnerie H pour indiquer la fin du cuisson. Vous avez sur la figure 2 un dessin en coupe partielle ici en 3D, donc qui montre la composition de la machine, ou bien de la machine à pain, oui. Donc le moteur, une carte de commande, un bloc d'alimentation, des poulies et des croix pour transmettre le mouvement, résistance chauffante, les pétrins, c'est l'élément qui est, si vous voulez, chargé du malaxage ou bien de la réalisation du mélange, et de la cuve de cuisson. Alors ça c'est la page 1 sur 6. Page 2 sur 6, cette partie nous intéresse en mécanique. Alors ça, c'est le plus important. Si vous voulez, c'est le paragraphe le plus important. Donc, description de la partie opérative, particularité du moule amovible. Alors, il faut bien lire donc, ce paragraphe-là. Alors, il est composé principalement du moule 1 et de l'embase 4. Alors, vous remarquez ici que ce paragraphe fait référence au dessin d'ensemble. Donc, dans ce cas-là, il faut aller vers le dessin d'ensemble et voir les repères 1 et 4. Donc, les deux pétrins 28 sont montés sur les axes 29 et entraînés par mes plats. Regardez bien donc, ce détail. Ces axes 29 sont guidés en rotation par rapport à l'embase 4 par les coussinets 31. Donc, en lisant ça, il faut mettre le dessin d'ensemble devant vous et de suivre très exactement les repères et d'identifier ce qu'on vous dit ici. Les pétrins permettent de mélanger les ingrédients puis de pétrir la pâte. Ils restent prisonniers de la pâte lors de la cuisson et sont extraits lors du démoulage du pain cuit. Structure de la transmission de puissance, tout ça c'est la partie mécanique. Donc l'arbre 13 du moteur à deux sens de rotation entraîne la poulie intermédiaire étagée 20 par la croix crantée 19. La poulie motrice 17 est liée à l'axe du moteur 13 par l'intermédiaire d'un limiteur de couple. La poulie étagée 20 entraîne la poulie 24 du second pétrin par l'intermédiaire de la croix crantée 22. La poulie étagée 20
et la poulie 24 sont encastrés respectivement sur les axes 21 et 23, la rotation est par la suite transmise à l'axe du pétrin 29 par l'intermédiaire du crabot 32 et de l'accouplement 33. Je répète, en lisant ça, il faut mettre le dessin d'ensemble devant vous et de suivre très exactement ce qu'on vous dit ici, parce que si vous vous concentrez sur ça, vous allez remarquer que par la suite, il y aura des questions posées sur cette partie, d'une part, et d'autre part, si vous êtes concentré sur cette partie, c'est que vous aurez beaucoup plus de chances de répondre rapidement et correctement. Alors, le paragraphe C, il parle du limiteur de couple. On nous a donné à ce niveau-là un dessin en 3D. Le moyeu 38 est encastré sur l'arbre moteur 13. Le plateau 49 est arrêté en rotation par rapport au moyeu 38. Les rondelles Belleville 48, pressées par l'écrou 44, serrent les pièces 49, 41 et 39 contre le moyeu 38. La poulie motrice 17 est encastrée sur la cloche 41 par 6 vis de fixation. Le limiteur de couple permet de rompre la transmission en cas de couple résistant important. Ce couple est réglable par l'opérateur. Par la suite, dans le dossier technique, on nous donne ici la nomenclature qui nous intéresse en partie mécanique. Alors, toute cette partie, à partir de cette partie-là, description du pupitre de commande, donc c'est la partie génie électrique. Donc, je vais passer rapidement. Bien sûr, pour vous, lorsque vous êtes sur la partie génie électrique, vous revenez au dossier technique pour avoir ces données-là. Voilà, toute cette partie, c'est toujours page 4 sur 6, 5 sur 6. Donc, tout ça, c'est la partie génie électrique. Et enfin, à la page 6 sur 6, normalement, on doit retrouver le dessin d'ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur lequel il faut se concentrer lors de la lecture de la description de la partie opérative. Donc, ça, c'est le dossier technique. Si je jette un coup d'œil maintenant sur le dossier réponse, alors, comme on a dit, le dossier réponse en mécanique et en électrique, il est composé de 2 feuilles format A3 de couleurs différentes, n'oubliez pas ça. Alors, la partie mécanique, c'est de la page 1 sur 4, plutôt, dans ce cas-là, c'est de la page 1 sur 8 jusqu'à la page 8 sur 8. Donc, vous pouvez parcourir le dossier réponse complet. Maintenant, on va traiter la partie mécanique question par question. Donc, je vais passer partie génie mécanique, études fonctionnelles, études technologiques. En se référant au dossier technique, indiquer si les pétrins 28 tournent dans le même sens ou sens opposé. Cette question, lorsqu'elle a été posée, on vous a donné ici un dessin en 3D qui représente la chaîne de transmission de mouvement entre le moteur et les pétrins. Donc, si j'utilise ce dessin-là pour répondre à cette question, je remarque que les 2 pétrins 28 sont entraînés en rotation par un système poulie-croix. Et on sait que le système poulie-croix conserve le sens de rotation. Autrement dit, la poulie, cette poulie-là tourne dans ce sens. Donc la deuxième poulie va tourner dans le même sens. Donc la bonne réponse, c'est que les 2 pétrins 28 tournent dans le même sens. Les pétrins tournent dans le même sens. Deuxième question. Complétez la chaîne de mouvement en partant de la poulie motrice 17 jusqu'au deuxième pétrin 28B. Donc en regardant sur le dessin en 3D ici, la poulie motrice 17 se trouve à ce niveau. Le deuxième pétrin 28B, donc vous voyez qu'ici, les 2 pétrins sont notés 28, 28. Donc on a 28A et 28B, c'est indiqué sur le dessin d'ensemble. Donc, on a commencé pour vous ici la réponse. Donc, la poulie motrice 17 entraîne la croix crantée 19. Vous pouvez suivre sur le dessin 3D. 17 entraîne 19. Donc, forcément, 19 va entraîner la poulie 20. Ensuite, la poulie 20, c'est une poulie étagée. Donc, il y a une deuxième poulie qui est encastrée sur la même poulie 20. Donc, elle va entraîner la croix crantée 22. La courroie crantée 22 entraîne ici la poulie 24. Ensuite, entre 24
et 23, on nous a indiqué ici mes plats. En revenant au dessin d'ensemble, 24, la poulie 24 et l'axe 23. On remarque que cette forme-là, à ce niveau-là, donc vous remarquez ici, cette forme ressemble à l'épaulement, mais ce n'est pas un épaulement. Parce que s'il s'agissait d'un épaulement, je devrais retrouver un trait à ce niveau-là. Donc je conclus que ça, ce n'est pas un épaulement, mais c'est un méplat. Donc c'est indiqué ici, 24 entraîne 23 par un méplat. Ensuite, on me demande de trouver 23 va entraîner 32, mais par quoi? En revenant au dessin d'ensemble, la pièce 23, c'est cette pièce. 32, donc si je regarde 32, c'est cette pièce-là. En regardant sur le dessin 3D, je peux voir 23 et 32. Donc c'est pourquoi l'autre fois j'ai dit il faut exploiter le dossier technique au maximum. Donc exploiter les dessins en 3D que vous avez sur le dossier technique. Vous remarquez, la liaison ici, elle n'est pas trop claire sur le dessin d'ensemble, mais sur le 3D, elle est bien claire. 23, c'est cet axe-là. 32, c'est cette pièce-là. Donc en regardant maintenant à ce niveau-là, je retrouve qu'il y a un méplat et un triangle noir des deux côtés. Alors le triangle noir, ça veut dire, c'est la symbolisation de la soudure. Donc la réponse 23 va entraîner 32 grâce méplat plus soudure. Ensuite, de 32 vers 33, c'est indiqué crabotage. 32 vers 33, donc ça c'est la pièce 32 et ça c'est la pièce 33. Lorsque les deux pièces entrent ensemble en contact, ce phénomène-là, on l'appelle crabotage. Donc c'est indiqué sur la chaîne. Maintenant, 33, qu'est-ce qu'elle va entraîner par la suite? Si je regarde bien sur le dessin 3D, la pièce 33, c'est cette pièce-là, et il y a une autre pièce 29, c'est l'axe, qui va entrer avec cette forme-là, donc c'est une forme cylindrique et un méplat à ce niveau. Donc la pièce 33 va entraîner automatiquement la pièce 29 en rotation grâce à un méplat. Alors une question fréquente par les élèves, quel est le rôle du méplat dans ce cas-là? Donc le méplat, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a permis? Lorsque les deux pièces sont entrées ensemble, et lorsqu'on a cette forme cylindrique avec un méplat, dans un alésage qui a une forme cylindrique et un méplat, on a fait un arrêt en rotation entre les deux pièces. Donc ça joue le rôle d'une clavette, si vous voulez. Donc la fonction, c'est arrêter en rotation les deux pièces. Sinon, le méplat, parfois, vous le retrouvez, c'est pour manipuler des pièces à l'aide des clés, manœuvrer à l'aide d'une clé. Par exemple, si on a une pièce cylindrique à serrer, à l'aide d'une clé à fourche, donc on fait des méplats pour pouvoir serrer à l'aide de cette clé-là. Ce n'est pas notre cas. Ici, on a un arrêt en rotation pour permettre la transmission de 33 vers 29B. Et enfin, 29B, bien sûr, vont entraîner en rotation les pétrins 28B. Donc ça, c'est pour la question B. Pour la question C, donner l'utilité de la forme pointue F sur le crabeau 32. F, c'est cette forme-là, c'est indiqué sur ce dessin. Donc on me demande de retrouver la justification pourquoi le crabeau a cette forme-là, la forme pointue. En revenant au dessin en 3D, je peux remarquer ici que le crabotage entre ces deux pièces-là, si j'avais une forme plane à ce niveau-là, il y aurait un problème parce que les deux pièces vont entrer en contact avec des surfaces planes. Donc ça va poser un problème. Si je fais la forme pointue, la pièce va passer plus facilement, donc le crabotage sera réalisé plus facilement. Donc c'est pourquoi la bonne réponse, faciliter le crabotage ou bien l'engagement du crabeau. Question 1.2, étude du limiteur de couple. En cas d'accident, présence d'un corps étranger tel que cuillère dans la cuve 1, le limiteur de couple assure la rupture de la transmission. Si vous êtes en train de mélanger ou bien de préparer avec cette machine-là du pain ou bien du cake, et par accident, une cuillère est tombée dans la cuve 1. Elle va se retrouver entre les deux pétrins. Donc les pétrins vont se bloquer. Alors l'une des deux choses, soit on va casser les pétrins, ou bien on va endommager l'un des organes de transmission. C'est pourquoi cette machine est équipée d'un limiteur de couple dont le dessin d'ensemble est le suivant. Petit a, reporté sur l'éclaté ci-dessous les repères des pièces
constituant le limiteur de couple. Alors, c'est une question, disons, facile, parce qu'il suffit de bien regarder sur le dessin et de reporter les repères des pièces. Donc, commençons par la pièce 42, c'est cette vis-là. Ensuite, je recherche cette pièce, cette forme-là, donc je peux la remarquer ici à ce niveau. Donc, c'est la poulie 17. Ensuite, je peux remarquer cette forme cylindrique avec des trous et il y a des vis quelque part ici. Donc, il s'agit de cette pièce-là. Donc, c'est l'écrou 44. Ensuite, deux pièces qui sont représentées en jaune ici et qui sont inclinées, qui ont une forme conique. Donc, ça ne peut être que ces deux pièces-là. Autrement dit, les rondelles ressort ou bien les rondelles Belleville 48. Ensuite, je peux reconnaître la pièce 41 et ainsi de suite pour les autres pièces. La vis, c'est la pièce 46, donc je peux la retrouver à ce niveau. Ainsi de suite pour les autres pièces. Donc, je reconnais la pièce 38, la rondelle 45, la pièce 49 et enfin la pièce 43. Voilà, donc pour cette question. Question B. Sachant que les garnitures sont collées sur la cloche 41, repassez au stylo sur le dessin 2D ci-dessous, là où les surfaces de friction. Alors remarque s'il vous plaît, on a constaté lors de ce sujet-là que cette question a été posée à la fin de la page et on avait un grand pourcentage des élèves qui n'ont pas répondu à cette question. C'est pourquoi j'insiste, avant de remettre vos feuilles, essayez toujours de revoir est-ce que vous avez répondu à toutes les questions ou non. Donc, la question me demande les garnitures 41, donc j'identifie les garnitures 41 sur le dessin, plutôt les garnitures sont collées sur la cloche 41. Alors comment identifier les garnitures grâce à leur hachure? Les hachures des garnitures, donc c'est l'hachure des matières plastiques. En fait, les garnitures sont en matière ferro-dos très exactement. La question me demande de repasser au stylo sur le dessin de D, ci-dessous, là où les surfaces de friction. Là, il faut penser un peu, puisque les garnitures sont collées sur 41, donc la friction ne peut être faite que sur les autres surfaces. Donc, voilà les deux surfaces sur lesquelles va se faire la friction. Donc, je profite de cet exemple-là, l'exemple du limiteur de couple, pour faire une petite révision ou bien un petit rappel sur les limiteurs de couple. Il y a deux types de limiteurs de couple. Les limiteurs de couple à friction par garniture, avec des garnitures en ferro-dos. Et il y a un deuxième exemple que je vais vous montrer. Deuxième chose, un limiteur de couple doit toujours comprendre, ou bien dans lequel on va retrouver un ressort obligatoirement. Ce ressort, soit qu'il est un ressort identique au ressort que vous connaissez, ou bien des rondelles Belleville. Donc les rondelles Belleville ici, on les appelle des rondelles Belleville, ou bien des rondelles coniques, ou bien des rondelles ressorts. Ça joue le rôle des ressorts. Le principe, c'est quoi pour un limiteur de couple? En cas de blocage du récepteur, la partie motrice, si vous voulez, reste en mouvement et ça permet un glissement. Je vous montre un deuxième exemple d'un limiteur de couple. Voilà, je vais prendre cet exemple-là. Alors là, il s'agit d'un système constitué rapidement d'un moteur, d'un variateur, d'un réducteur de vitesse, d'un système poulie-croix. Et ensuite, la poulie-croix va entraîner une vis. Et la vis va entraîner en translation la pièce qui est maintenue sur la table de la machine. Si, par exemple, par accident, la pièce va toucher le forêt, dans ce cas-là. Donc, logiquement, ce qui va se passer, c'est qu'on aura une interruption de la transmission de mouvement. Donc, il y a un crash à ce niveau-là. Alors, l'une des deux choses, soit, je reviens un peu, soit dans ce cas-là, on va casser le forêt, ou bien la pièce, ou bien on va endommager l'un des organes de transmission de la puissance, c'est-à-dire, on peut endommager le filetage, ou bien au niveau de la croix, ou bien de la clavette à l'intérieur, ou bien le réducteur, ou bien on peut même arriver à détériorer le moteur. Alors, si vous regardez bien, vous allez remarquer que regardez bien ici, à ce niveau-là, le mouvement est transmis et lors du blocage, les poulies continuent à tourner. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui a permis ça? Si vous regardez bien, il y a une transmission par des billes.
À l'intérieur, il y a des billes. Lors du blocage, lorsque la vis maintenant va se bloquer, regardez bien le mouvement qui a été réalisé. Voilà, les billes quittent leur logement et la poulie continue à tourner jusqu'à ce que les trous reviennent devant les billes, les rondelles ressortent, poussent les billes vers l'intérieur. Si la machine est débloquée, donc ça marche. Sinon, les billes sont poussées vers la gauche, par la pièce bien sûr, par la poulie. Ils sont poussés vers la gauche. Voilà. Et la poulie continue à tourner. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné à ce niveau-là? C'est qu'on n'a pas, endommagé les organes de transmission. Et dans ce cas-là, donc on n'a pas endommagé les organes de transmission et la partie motrice continue à tourner librement. Donc, voilà un deuxième exemple d'un limiteur de couple. En résumé, les limiteurs de couple, soit vous aurez des garnitures de friction, soit vous aurez une transmission par des billes qui quittent leur logement en cas de blocage. Pour la question suivante dans ce sujet-là, donnez dans l'ordre les repères des pièces à manipuler pour augmenter l'effort presseur. Indiquez sous chaque repère la nature de l'opération. Remarque, la croix 19 étant démontée. Donc on me demande de trouver comment je peux serrer encore ou bien comment je peux augmenter l'effort presseur. Pour augmenter l'effort presseur à ce niveau-là, il faut plus serrer sur les rondelles Belleville parce que c'est elle qui assure l'effort presseur. Donc dans ce cas-là, on a commencé la réponse par vous indiquer qu'il faut démonter 42. 42, ce sont ces vis-là. Donc il faut démonter les vis. Si les vis sont démontées, je peux enlever la poulie. Donc la deuxième étape, c'est de démonter la poulie 17. Une fois que j'ai démonté la poulie 17, j'ai accès maintenant aux vis 47. Donc je peux dévisser les vis 47 qui sont ici. Donc démonter les vis 47. Maintenant, je peux serrer l'écrou parce qu'il s'agit d'un écrou 44. Donc, c'est indiqué ici, serrer 44. Vous remarquez qu'il y a un filetage à ce niveau. Donc, si je serre l'écrou, qu'est-ce qui va se passer? Les rondelles vont être encore, si vous voulez, plus serrées. Et elles vont réagir sur la liaison à ce niveau-là pour assurer un grand effort d'adhérence. Donc, une fois que j'ai terminé mon réglage, qu'est-ce que je dois faire? Je dois remettre en premier lieu les vis 47 à leur place, donc monter 47, et enfin je monte la poulie 17, et enfin je remets les vis et je monte et je serre les vis 42. Voilà donc pour cette question-là. Question 3, complétez le schéma cinématique de la machine à pain ci-dessous. Alors, si vous vous rappelez bien, j'ai dit l'autre fois qu'il faut reconnaître la symbolisation. Donc vous remarquez ici le symbole d'un limiteur de couple, d'une transmission par polycroix, et la croix c'est indiqué que c'est une croix crantée. Deuxième transmission par polycroix, et là il s'agit d'un symbole, d'un accouplement de symbole général. Donc je vais commencer par la première liaison à ce niveau-là, entre cet axe-là et le bâti. En revenant au dessin d'ensemble, je me retrouve à ce niveau-là. Je remarque la présence d'un coussinet et un anneau élastique pour réaliser l'arrêt en translation. Le coussinet, fonction que je connaissais, guidé en rotation, avec l'arrêt en translation, donc c'est confirmé que c'est une liaison pivot. Voilà, la liaison pivot. Ensuite, je vais m'intéresser à cette liaison-là, entre la poulie et l'axe. Je remarque à ce niveau-là la présence de deux méplats et d'une rondelle et d'un écrou. Donc, ça va me donner une liaison encastrement. Je représente la liaison encastrement. Attention, pour cet exemple-là, la liaison encastrement, parmi les erreurs qu'on voit avec les élèves, ce trait-là doit arriver jusqu'à la poulie, et non pas au premier trait qui représente la croix. Donc faites attention, c'est bien représenté des autres côtés. Alors, de la même façon, j'identifie les autres liaisons. J'identifie une liaison pivot à ce niveau, une autre liaison pivot et une quatrième liaison pivot. Alors, pour la liaison à ce niveau-là, la logique dit
Normalement, c'est symétrique, donc normalement, je vais retrouver quelque chose qui ressemble à ça, c'est le symbole de l'accouplement. Et si je vérifie bien, je suis en train de chercher la liaison entre 23 et les pétrins. Donc il y a un crabotage. En 3D, voilà le crabotage. Donc il s'agit d'un accouplement par crabotage. Je vais utiliser alors le même symbole d'un accouplement cas général. Voilà pour la question 1.3. On entre maintenant dans la deuxième partie du sujet, l'étude de transmission. On se propose dans cette partie de choisir le moteur électrique convenable. Donc, j'ai dit, il faut identifier l'objectif. L'objectif de ces questions, c'est d'arriver à choisir le moteur électrique convenable. Les données sont données sous forme d'un schéma, donc il faut bien lire le schéma. Donc, transformer l'énergie, moteur électrique. À la sortie, on a NM, PUM, inconnu. On passe vers une deuxième fonction, transmettre, poulie-croix, rendement 0,95. À la sortie de cette boîte, on a P20 inconnu. P20, c'est divisé en deux traits, si vous voulez, en deux parties. Une partie qui est passée directement vers la fonction pétrir, donc pâte, pétrin. Une deuxième partie de P20 est passée par une autre fonction, transmettre, poulie-croix, qui a un rendement 0,95. À la sortie, j'ai N28B, C28B, P28B. N28B égale à 150 tours par minute, c'est la vitesse de rotation des pétrins. Le couple nécessaire, c'est 115 Nm. Même chose pour le pétrin 28A. En se référant à la figure ci-dessus et au dossier technique, petit a déterminer la puissance à fournir sur l'un des pétrins P28A ou P28B. On me demande de calculer la puissance à ce niveau-là, c'est-à-dire la puissance à la sortie. Donc la formule P égale à C fois oméga. Donc P28A égale à P28B, c'est C28A fois oméga 28B. Fois oméga 28A, pardon. Donc j'ai C28A, j'ai N28A, je peux remplacer oméga par 2πn sur 60. Donc 2πn 28A sur 60. Si je fais l'application numérique, je retrouve une valeur de 18,06 watts. La puissance à la sortie, ça doit être 18,06 watts. P28A égale à P28B. La deuxième question. En déduire la puissance au niveau de l'axe de la poulie 20. Regardez bien. Déjà, j'ai remarqué que c'est en déduire. Ça veut dire c'est lié à la question précédente. Qu'est-ce qu'on me demande de déduire? La puissance P20 à ce niveau-là. Alors, si je prends P20 ici, la puissance qui va entrer à ce niveau-là, elle va se diviser en ce point-là, en ce nœud-là, en deux parties. Une partie à ce niveau, une deuxième partie ici. La puissance qui est dans ce sens-là, c'est P28A. La puissance qui est à ce niveau-là, à votre avis, c'est quoi? Alors généralement ici, l'erreur c'est quoi? C'est que beaucoup d'élèves ont cru que c'est P28B. Or, ce n'est pas vrai, parce que P28B, elle est à ce niveau. Donc, il y a une autre puissance, si vous voulez. Il y a une puissance à l'entrée. Et ce n'est pas la même puissance à l'entrée et la puissance à la sortie, parce qu'on a un rendement. Donc, on va perdre un peu de puissance. Alors, si j'écris la formule de la puissance, rendement 2 égale à P sortie, qui est P28B, sur P entrée, je vais appeler ça P entrée, sur PE, je peux conclure que PE, c'est P28B divisé par le rendement de... En revenant à ce nœud-là, je peux conclure que P20, c'est P28A plus cette puissance-là que j'ai appelée PE et que je viens de trouver que c'est P28B sur le rendement divisé par le rendement. Donc P20 égale à la fin, P20 égale, je reviens à cette question, voilà, P20, comme je viens de le voir, c'est P28A plus P28B divisé par le rendement. Si je fais l'application numérique, je trouve P20 égale 37,07 watts.
Maintenant, on me demande de déduire la puissance utile du moteur. Vous remarquez ici qu'on a P20, on vient de trouver P20. Il y a une transmission par Polycroix qui a un rendement de 0,95. Donc il y a une petite perte de puissance. Donc j'applique la formule rendement égale à P sortie sur P entrée. Donc ici P sortie c'est P20, ou P entrée c'est PUM. Je peux tirer PUM égale à P20 sur le rendement 1. Donc 37,07 divisé par 0,95, ce qui me donne une puissance utile du moteur 39,02. Question D, calculer la vitesse de rotation Nm. Calculer Nm en tours par minute, sachant que le rapport de réduction globale 0,1. Alors c'est une question classique. Rapport global égale à N sortie sur N entrée. N sortie c'est N28A, divisé par Nm. Donc je peux tirer Nm égale à N28A sur rapport global. Application numérique 150 sur 0,1. Ça me donne 1500 tours par minute. Alors, puisque j'ai maintenant la puissance utile du moteur et la vitesse de rotation du moteur, question E, on me demande de, compte tenu des résultats précédents, choisir le moteur qui convient, à partir du tableau des caractéristiques techniques données ci-dessous. Mettre une courroie. Vous avez 4 moteurs possibles, les puissances nominales et les vitesses de rotation. Alors, la puissance utile du moteur, c'est 39,02, pardon, 39,02 watts. Ça veut dire le moteur doit posséder au minimum 39,02. Le moteur 1 est à éliminer déjà, parce que la puissance est insuffisante. Il me reste le choix entre les 3 moteurs 2, 3, 4. En regardant maintenant les vitesses, j'ai besoin d'un moteur qui tourne à 1500 tours par minute. Le moteur 2 et le moteur 4 ne me conviennent pas, parce que la vitesse est très importante. Donc le bon choix, c'est le moteur 3. Alors, question 3, cotation fonctionnelle. Dans cette partie-là, on nous demande de tracer ci-dessous les chaînes de cotes relatives aux conditions A et B. Alors, première chose, j'identifie les surfaces terminales. Dans ce cas-là, dans ce sujet, les surfaces terminales, on vous a indiqué 14' et 8. Donc, c'est déjà indiqué. Je recherche maintenant le chemin qui peut me mener de 14' à 8. L'idée, c'est de trouver un chemin qui mène de 14' à 8, en passant par des contacts entre les pièces qui sont perpendiculaires à la cote condition. Étant donné que la cote condition est horizontale, je cherche les surfaces qui sont perpendiculaires à la cote condition. Je remarque ici un contact entre 14' et entre 14' et cette pièce. En regardant bien cette pièce, je remarque déjà une chose, il y a ce symbole-là. Parfois, les élèves me demandent, c'est quoi ça? Donc, c'est l'indication qu'on a fait une coupe parce que, si vous voulez, la longueur du système était plus grande que ça, donc c'est insuffisant. Donc, on a rapproché les deux parties. On a fait une coupe au milieu et on a rapproché les deux parties. Donc, qu'est-ce que je conclus? Que cette pièce-là, c'est cette pièce-là, donc c'est l'arbre 13. Donc, j'ai un contact au niveau du roulement et l'arbre, 14' sur 13. Donc, je peux partir maintenant de 14' pour aller vers 14'. Donc, à 14'. Alors, 13, cet arbre-là, il est en contact ici, à ce niveau, avec le roulement 14. Attention, une autre erreur que je remarque avec mes élèves, ne faites pas, s'il vous plaît, l'erreur de passer par l'anneau élastique. Parce que parfois, voilà ce que trouvent les élèves. Ils vont aller vers l'arbre, en contact avec l'anneau, et ensuite l'anneau, il est en contact avec le roulement. L'anneau 7', je parle de l'anneau 7'. Attention, il y a toujours un jeu de montage entre l'anneau élastique et la pièce qui est à son côté. C'est-à-dire, on peut, en regardant à l'œil nu, il y a un contact, mais en réalité, il y a un petit jeu qui est très faible. Parfois, on le représente, ce jeu, parfois, on ne le représente pas. Donc, ne passez pas par un contact entre un anneau et le roulement à ce niveau. L'anneau 7' et le roulement 14 n'ont pas un contact. Par contre, l'arbre 13 avec le roulement, il a un contact. Donc, 13-14. Ensuite, 14, je remarque qu'il a un contact avec, donc j'ai déjà dessiné A13. Le roulement 14, il est en contact avec le couvercle 15. Donc je vais partir maintenant de 14 vers 14, donc pour trouver la cote A14. 15 maintenant est en contact avec cette pièce-là, c'est 11. Donc j'ai la surface de contact 15-11, je vais partir de 15 vers 15, donc A15.
Maintenant, je cherche le contact entre 11 et une autre pièce. Je remarque ici 11 avec 10. Donc, j'ai le contact 11-10. Maintenant, je vais lier 11 avec 11 pour trouver la cote A11. Maintenant, en regardant bien la pièce 10, le couvercle 10, il a un contact avec la pièce 8 que je suis en train de chercher. Donc, 10 en contact avec 8. De 10 vers 10, ça va me donner la cote A10. Et en revenant, donc maintenant j'ai trouvé le repère 8 que j'étais en train de chercher. Donc, de 8 vers 8, A8. S'il vous plaît, une remarque, je rappelle toujours cette remarque. Le départ, c'est à partir de l'origine de la cote condition. L'arrivée, c'est vers l'extrémité. Alors, une chaîne tracée à partir de l'extrémité. Même si vous avez trouvé les contacts corrects, mais vous faites le départ de l'extrémité pour arriver vers l'origine, c'est faux. Donc, il faut partir de l'origine pour revenir à l'extrémité. La deuxième chaîne de cote, c'est la chaîne B. Alors, j'identifie, déjà, il faut identifier les surfaces terminales. Donc, cette surface, c'est la surface terminale de la vis 46. La deuxième surface pose parfois des problèmes avec les élèves. C'est quoi cette surface et elle appartient à quelle pièce? C'est une question qui est toujours demandée à ce niveau. Regardez bien. La deuxième surface terminale, elle vient du taraudage réalisé sur l'arbre 13, là où la vis est montée. Donc, ce trait-là, c'est la fin du taraudage. Donc, le taraudage, il est réalisé sur 13. Donc, cette surface terminale appartient à la pièce 13. Ensuite, il faut chercher le chemin qui mène de 46 à 13. Donc, je remarque un contact entre 46 et 45. Donc, de 46 vers 46, c'est B46. Ensuite, la rondelle 45, elle a un contact avec la pièce 38. Donc, de 45 vers 45, c'est B45. La pièce 38, en cherchant, elle a un épaulement, elle a un contact au niveau de l'épaulement avec l'arbre 13. Donc, 38, 13, c'est bon, j'ai retrouvé 13. Donc, B38, et je reviens de 13 vers 13, donc pour avoir B13. Voilà la chaîne complète. Question B, justifie l'emploi de la pièce 8. En regardant le dessin, j'identifie la pièce 8. Alors, c'est bizarre, c'est un peu bizarre. Ça ressemble à un anneau élastique. Mais, regardez bien, elle n'est pas dans une gorge. Elle n'a pas un logement dans une gorge. Donc, je vais vérifier. Ça ressemble à un anneau, mais ce n'est pas un anneau. Donc, je vais vérifier avec la nomenclature. Donc, en allant vers la nomenclature, je découvre que 8, effectivement, ce n'est pas un anneau, mais ce sont des cales. Donc, les cales, leur rôle, c'est quoi? C'est d'ajuster ou bien de régler un jeu fonctionnel. Ce jeu-là, généralement en mécanique, c'est entre un jeu fonctionnel, soit de montage-déroulement, soit un réglage d'un jeu fonctionnel des engrenages. Et ce n'est pas toujours tous les types d'engrenages. Hein. C'est les engrenages, par exemple, les engrenages coniques ou bien le système roue et vis sans fin, nécessite un réglage de jeu. Si je regarde bien, donc la cale, elle est à côté d'un roulement, donc c'est pour le réglage du jeu de fonctionnement, déroulement, 14'. On appelle aussi ce jeu-là le jeu de dilatation. Donc on doit toujours laisser un petit jeu entre l'obstacle sur la bague extérieure et la bague extérieure, on l'appelle le jeu de dilatation. Donc, régler le jeu de fonctionnement, déroulement, 14. Question 4, étude des résistances des matériaux. Alors, l'arbre 23 à section circulaire pleine est soumis à deux couples opposés, action de la poulie 24 et action du crabeau 32. On donne, j'identifie les données. Le couple transmètre C23, 3 Nm. La limite élastique REG égale à 250 N par mm². Le coefficient de sécurité S égale à 8. On me demande de calculer le diamètre minimal de l'arbre 23 pour qu'il résiste en toute sécurité. Donc c'est indiqué, je vais chercher le diamètre pour la condition de résistance. Donc d'après la condition de résistance, j'ai retenu mes formules. Taumax inférieur à RPG. La formule de Taumax, c'est le couple sur I0 sur R. En simplifiant I0 sur R, donc j'arrive à la formule C23 fois 16 sur pi d au cube. Déjà, vous avez l'habitude d'écrire cette formule-là, inférieur ou égal à RPG qui est REG sur S. Donc, je peux tirer D. Donc, D au cube, ça sera C23 fois S, fois 16 fois S, divisé par pi fois REG, inférieur ou égal à D au cube.
Donc, D doit être supérieur ou égal à racine cubique. 3 fois 10 puissance 3, regardez bien, j'ai converti le newton-mètre en newton-millimètre, parce que je recherche un diamètre en millimètres, fois 16 fois 8, divisé par pi fois 250. Je remarque que REG égale à 250 newtons par millimètre carré, et je cherche quelque chose en millimètres, donc je n'ai pas changé, j'ai laissé 250 newtons par millimètre carré. L'application numérique me donne 7,88 mm. Alors, partie graphique maintenant. Étude de conception, modification de solutions constructives. La solution industrielle adoptée pour encastrer le Crabot 32 avec l'axe 23 est indémontable et est formée par 2 méplats et des points de soudure. On l'a dit dès le début, il y a méplats et soudure. Donc c'est une liaison encastrement indémontable. Ça pose un problème en cas de cassure. Donc pour changer une pièce, il faut remplacer toutes les pièces qui sont encastrées par soudure. On envisage donc de modifier par une solution démontable et de remplacer les coussinets assurant le guidage en rotation de l'axe 23 par 2 roulements à billes R1 et R2. Donc le constructeur veut diminuer le frottement à ce niveau-là. Il a l'idée de remplacer le coussinet par des roulements à ce niveau-là. On me donne ce dessin-là de la nouvelle solution et on me demande de compléter le dessin du montage des roulements R1 et R2, exploiter la bague entretoise donnée, compléter le dessin de l'assemblage démontable entre 32 et 23, exploiter les éléments standards fournis et compléter la représentation du bout de l'axe 23. Inscrire les tolérances des portées des roulements. Alors, petit a, je vais commencer par petit a, compléter le dessin des montages des roulements. Première chose, j'ai dit dans l'autre séance, première chose à faire, identifier le type des roulements. Il s'agit de 2 roulements à contact radial. Identifier le type de montage. Je remarque ici, la poulie 24, pardon, c'est elle qui va entraîner l'axe en rotation. Donc il s'agit d'un cas d'un arbre tournant. Alors je vais maintenant appliquer les règles de montage de l'arbre tournant. 4 obstacles au niveau des bagues intérieures et 2 arrêts en translation au niveau des bagues extérieures. La question me demande d'exploiter la bague entretoise. Donc on me donne ici une bague à représenter à ce niveau-là. Donc il suffit de copier cette bague-là avec les dimensions données ici, à ce niveau-là, et j'aurai dans ce cas-là un obstacle réalisé par l'épaulement, 2 obstacles réalisés par la bague, et enfin une deuxième bague entretoise, une petite bague entretoise qui fait le 4e obstacle. Donc c'est bon pour l'arbre maintenant. Je vais laisser l'arbre et je vais penser à l'alésage. Donc il faut prévoir 2 arrêts en translation au niveau des bagues extérieures. Or, je remarque, première chose, que c'est cette pièce, ça forme une seule pièce. Donc, interdit de faire 2 épaulements de l'extérieur. Si, par exemple, j'ai choisi de faire un épaulement à ce niveau-là, je dois prévoir un obstacle démontable à ce niveau-là. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je remarque, sur le dossier technique, on ne m'a pas donné d'éléments standards. Donc, si je vais vers la solution épaulement anneau élastique, je vais retrouver le problème d'anneau élastique, parce que l'anneau élastique, c'est un élément standard. Je dois le retrouver sur le dossier technique pour avoir les dimensions. Or, sur le dossier technique, on ne m'a rien donné. La question me dit, seulement tu as droit à cette bague-là. Donc maintenant, je dois retrouver une autre solution, d'avoir 2 obstacles sur les bagues extérieures, sans avoir à utiliser un élément standard. La seule solution possible, c'est de prévoir 2 épaulements de l'intérieur. Dans ce cas-là, je peux faire un épaulement à ce niveau-là et un épaulement à ce niveau. Attention, pour ne pas faire le montage impossible, n'oubliez pas. Alors, si j'arrive à représenter ça, donc voilà, un épaulement à ce côté. Et comme ça, j'ai mes 2 obstacles à ce niveau. Et ici, pour ne pas faire un montage impossible, il faut représenter ce trait de cette façon-là. Donc, ça veut dire, là, l'alésage est ouvert pour pouvoir monter le roulement. Alors, deuxième question, pour la liaison de l'encastrement, on me demande d'exploiter les 3 éléments standards, c'est-à-dire une rondelle, un écrou et une rondelle grower, pour réaliser l'encastrement à ce niveau-là. Alors, l'intelligence, c'est quoi? C'est de profiter des dessins qui vous sont donnés. À savoir, lorsque vous faites une conception, regardez les autres dessins. Par exemple, s'il y a une cotation, ou bien vous pouvez exploiter le dessin d'ensemble. Si vous regardez bien dans ce cas-là, ce qu'on vous demande de représenter à droite est représenté à gauche. Donc, une rondelle,
plate, une rondelle grower et un écrou. Et le bout de l'arbre. Donc maintenant, je sais que l'ordre de montage, il faut mettre la rondelle plate, ensuite la rondelle grower, ensuite l'écrou. Et je termine par la représentation du bout d'arbre fileté. Donc la solution qu'on me demande de représenter ici se trouve devant moi. Donc je n'ai qu'à apprendre ou bien à tirer les idées de cette façon-là. Enfin, on me demande d'indiquer les tolérances des portées de roulement. Alors ça, ce sont des choses qui sont déjà retenues. Arbre tournant, tolérance sur l'arbre cassis, sur l'alésage, grand H7, ce qui me donne à la fin, voilà la solution finale. Vous remarquez le montage de la bague, l'épaulement entre les deux bagues extérieures de l'intérieur des roulements, les alésages qui sont ouverts des deux côtés à droite et à gauche, la liaison castrement, rondelle, rondelle grower et l'écrou et surtout le bout d'arbre fileté, et enfin les tolérances petit cassis sur l'arbre et grand H7 sur l'alésage. Donc, voilà pour ce sujet-là. J'espère que vous avez bien retenu les remarques que j'ai faites et je vous souhaite beaucoup de courage. Merci.